journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris au Royaume-Uni part aux travaux du sommet de haut niveau organisé par les Nations Unies sur le changement climatique en marge de la 26e COP sur la lutte contre le changement climatique. Relativement à ce sujet, notre reporter Alou Mansani s'est entretenu avec le coordinateur du réseau Expérience Maman Bachar. Un extrait de son intervention avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Nous ne sommes pas producteurs de gaz à effet de serre, mais nous recevons de plein fouet les conséquences justement de cette inconséquence. Donc les conséquences de cette production désordonnée assez donc élevée de gaz à effet de serre qui induit chez nous donc non seulement à un réchauffement climatique, mais également à des inondations répétitives, puisque vous voyez, nous avons deux effets conjugués donc de catastrophes naturelles, qui sont à la fois les inondations, mais de l'autre côté encore la mauvaise répartition de pluie dans le temps et de l'espace, ce qui crée donc des déficits en matière de production agricole. Les engagements peuvent être pris, les résolutions peuvent être votées, elles peuvent être solennellement signées par les États, mais que dans la pratique, tant qu'il n'y a pas de moyens de coercition ou de contraintes à l'égard des États, il va sans dire que lorsque certains enjeux sont sur la table, les États auront, si vous voulez, très souvent tendance à ignorer leur engagement et à défendre plutôt leur intérêt stratégique ou géostratégique selon les cas. Ottawa, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé au nouveau gouverneur de la région. Issa Moussa a en effet été accueilli de l'aéroport par une foule immense de la population dirigée par le maire de la dite région. Monsieur Abdraman Moussa, il y a 5 ans environ, investi de la confiance du président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou, vous aviez reçu la lourde et exaltante charge d'administrer la région de Tawa. 5 ans durant lesquels vous vous êtes consacré à impulser les actions de développement dans un environnement morose, essentiellement caractérisé par la crise économique et la pandémie de la Covid-19, et ce, jusqu'à votre démission pour convenance personnelle. Pendant cette période, et malgré les contingences, vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour préserver l'harmonie au sein des communautés de la région de Tawa, par ces temps où la marque de fabrique de tous les agitateurs de la République du Niger tente de s'aimer la zizanie entre nos populations à travers des actes de sabotage et d'attaque à main armée. Excellence, Monsieur le gouverneur, je viens au gouverneur Issa Moussa. Monsieur le gouverneur Issa Moussa, je ne vous ferai pas l'offense d'une présentation détaillée de la région où vous avez séjourné au lycée et même passé certaines de vos vacances au cours de votre vie active. La région de Tawa
ne vous sera pas cette fois présenté dans un repère orthonormé, ni avec des données géoréférencées. Mais avec votre permission, Monsieur le Gouverneur, nous tenons à rappeler, à la différence des précédents séjours, que vous êtes désormais aux commandes d'un territoire de 113 371 km², composé de 12 départements, avec 2 sous état d'urgence, 44 communes, dont une avec un statut de ville et ses 2 arrondissements communaux. Vous aurez entre autres interlocuteurs, Monsieur le Gouverneur, 41 chefs de canton et de groupement, sans compter les services étatiques régionaux, les syndicats, les associations, les organisations de développement, les partis politiques et surtout la gestion d'une population projetée en 2020 à 4 600 576 âmes, dont 50,18% de femmes. Et en cette période où la saison hivernale n'a pas répondu aux aspirations de nos vaillantes populations, Excellence, Monsieur le Gouverneur, vous avez du pain sur la planche. Avec votre conscience aiguë, votre droiture morale, votre sens rigoureux de l'intérêt général et votre volonté de toujours préserver les droits sacrés de la vérité et de la justice, nous sommes à l'avance persuadés que vous assumerez pleinement les responsabilités que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, vous a confiées pour le plus grand bien de la région de Tawa. Dans le cadre d'accompagner les universités afin de normaliser l'année académique, le chef de l'État a accepté d'allouer plus de 2 millions de francs CFA pour installer dans certaines universités publiques du Niger des tentes marocaines, avec tous les dispositifs nécessaires. Une initiative qui semble être appréciée par le bureau exécutif dont je vous propose de suivre dans cet extrait. C'est une bonne chose, c'est une initiative que nous apprécions sérieusement. Nous voulons d'ailleurs que cela soit en fait fait dans toutes les facultés si possible où le problème infrastructurel est devenu aujourd'hui le premier obstacle dans le cadre de l'enseignement supérieur. Mais aussi et surtout dans toutes les universités publiques où on sait qu'aujourd'hui vraiment le grand problème qui surgit c'est surtout du point de vue infrastructurel. Maintenant, si on me demande encore mon avis par rapport à l'utilité de cela pour les étudiants, j'allais dire, il faut peut-être se rappeler que rien que récemment, si on se met 5 mois en arrière, nous avons décrié, nous avons hurlé, il faut le dire, nous avons dénoncé le fait que la faculté de lettres reçoit jusqu'à 5000 étudiants, c'est-à-dire en première année, qui doivent faire cours ensemble dans le cadre de ce qu'on appelle le tronc commun, alors que nous n'avions pas à l'époque, bien sûr, un seul amphithéâtre qui peut prendre 700 personnes. Et donc, on ne peut qu'exprimer notre émotion, notre joie par rapport à cela. Nous encourageons justement les autorités à continuer, et c'est cela aussi la responsabilité. Et c'est ce que nous demandons toujours. Et on a, en tout cas, dans les échanges, on nous a donné une idée de ces tentes-là, et effectivement du nombre de personnes que ces tentes peuvent effectivement accueillir. Il paraît que ce sont des tentes de 1000 places chacune et elles sont au nombre de... Ce dernier temps, la population fait face à un changement climatique. Pendant qu'il fait frais la nuit, la journée, on assiste à une chaleur souvent excessive. Qu'est-ce qui explique ce changement climatique? La réponse dans ce reportage de Roumana Moumouni et Abdelraouf Deyabou. Depuis un certain temps, la population de la ville de Niamey fait face à une baisse de température accompagnée des vents poussiéreux la nuit et une forte chaleur dans la journée. Une situation ou un phénomène qui, selon les prévisionnistes de la direction de la météorologie nationale, s'explique par l'installation de la saison froide. Actuellement, la saison des pluies est terminée, on ne peut plus parler de saison des pluies. Nous sommes en train d'aller vers la saison froide.
qui est caractérisée par la poussière que vous venez de soulever, la poussière en fin de soirée et également dans la matinée. Donc c'est des vents très forts qui soufflent et comme le sol est sec, cela entraîne un soulèvement de poussière et cette poussière elle est transportée dans l'atmosphère, ce qui fait cette poussière dans l'atmosphère qu'on observe tantôt la soirée ou la matinée, mais le cas de Niamey est un peu spécifique avec les voiles latéritiques, avec les constructions qui sont en cours. Donc c'est un phénomène local à Niamey pour le moment parce que les vents forts qui soulèvent la poussière n'ont pas encore pris naissance au niveau des régions de Niamey et au niveau des régions de l'Ouest. Mais sur l'est du pays, on voit bien que l'harmattan s'est bien installé et que ce phénomène de poussière, on l'observe de temps en temps sur les régions de Difa, Zender et Maradi. Mais au niveau de Niamey, c'est surtout les travaux, les voies latéritiques avec le transport qui utilise beaucoup ces voies et c'est ce qui fait que nous constatons à Niamey ce phénomène. Une occasion pour la direction d'informer les populations sur les conditions qu'ils doivent prendre car cette saison de froid n'est pas sans conséquence sur la santé. Les précautions à prendre en cette période de poussière, c'est de se protéger contre cette poussière. Les enfants surtout et les personnes âgées qui ont des maladies climato-sensibles telles que les asthmatiques, le rhume. Donc c'est vraiment de se protéger contre cette fraîcheur et cette poussière. Généralement c'est une saison où le rhume fait surface. Les asthmatiques sont toujours souffrants pendant cette période. Donc c'est vraiment de se protéger de ne pas s'exposer à la poussière et à la fraîcheur. Il faudrait rappeler à la population de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter ou prévenir les maladies liées au froid, surtout chez les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus touchées. D'ores et déjà, sur les marchés, les vendeurs de friperies se frottent les mains devant une clientèle de plus en plus nombreuse. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien accordé à la RTVT, le coordinateur du réseau Expérience Maman Bachara sur le sommet des leaders mondiaux sur le changement climatique au Royaume-Uni. Très bonne réception. La COP26, c'est une rencontre traditionnellement organisée par les Nations Unies au fin d'amener les dirigeants du monde à s'appesantir sur les questions climatiques de manière générale et plus particulièrement à l'heure actuelle le changement climatique. Et comme vous le savez, le monde à l'heure actuelle vit un phénomène de réchauffement climatique qui occasionne non seulement la déforestation mais également les catastrophes naturelles un peu partout que nous voyons à travers si vous voulez, la multiplication des cyclones, à travers les inondations qui touchent y compris les pays habituellement arides et qui fait que de plus en plus la nourriture devient rare à travers le monde du fait des sécheresses consécutives, du fait des déséquilibres dans la répartition des pluies, donc dans le temps et l'espace, notamment dans l'espace sahélien, comme on l'a vu cette année pour le cas du Niger où environ 50% des villages agricoles, en tout cas pris globalement, sont déficitaires. Donc il va sans dire que nous allons vivre des temps durs cette année du fait de cette situation. Parce que la situation au Sahel est particulièrement difficile du fait que nous avons des effets conjugués. À la fois, nous avons la sécheresse et la désertification
et de l'autre, nous avons le réchauffement climatique et les inondations. Donc deux phénomènes qui devaient s'exclure, mais qui se conjuguent simultanément pour notre situation. Ce qui fait que de plus en plus les populations vident les zones arides ou considérées comme telles pour progresser vers le sud, pour progresser vers des zones beaucoup plus fertiles, beaucoup plus viables, aussi bien pour les personnes, pour les humains, que pour les animaux. Donc, la rencontre, elle est d'une importance capitale parce qu'elle permet d'interpeller notamment les pays pollueurs qui sont généralement les plus riches du monde, qui émettent le plus les gaz à effet de serre, qui dégradent la qualité de la couche d'ozone et qui, par conséquent, créent ce qu'on appelle aujourd'hui communément le réchauffement climatique, donc qui induit à des inondations, à une certaine déforestation et même à une certaine dégradation des espaces cultivables. Donc de ce point de vue-là, notre participation, elle est tout à fait indiquée, elle est tout à fait d'importance pour attirer l'attention donc de ces différents pays du monde pour qu'ils s'engagent à réduire l'utilisation de l'industrie, en tout cas productrice des gaz à effet de serre, notamment le gaz méthane et tous les autres, types d'industries qui sont responsables de la production des gaz à effet de serre. Et la production de ces gaz à effet de serre, qui était autour de 1,5 jusqu'à une date récente, pourrait évoluer en tout cas de manière négative si des dispositions assez pratiques, assez opérationnelles ne soient pas prises, notamment par les différentes puissances. Je parle également de toutes ces industries-là créées pour la société de consommation, mais qui aujourd'hui, à l'effet, produisent non seulement beaucoup de gaz à effet de serre, mais également beaucoup de déchets, parce qu'aujourd'hui, la gestion des déchets est un enjeu aussi international. Comme vous le savez, par le passé, c'était le CO2 qu'on a accusé, le gaz carbonique, mais aujourd'hui, on s'est rendu à l'évidence que le gaz méthane et les autres produits de l'industrie de la consommation est beaucoup plus dévastateur que les CO2 même. Donc maintenant, comment arriver à faire en sorte que cet engagement-là de mettre fin à la déforestation d'ici 2030 puisse être respecté par tous les pays du monde, parce que, comme vous le savez, il y a des enjeux qui sont d'ordre économique, des enjeux d'ordre stratégique, mais des enjeux tout simplement même humains, parce que dans la plupart des pays, l'économie prime sur tout autre aspect, comme les États-Unis par exemple, parce que tout engagement de ce type induit à une réduction soit de certaines productions industrielles ou alors à un changement de méthode de production ou de matériel même de production. Donc ce qui crée des conséquences en termes économiques. Et pour ce qui concerne les pays comme les nôtres, notamment les pays sahéliens, et comme vous le savez, nous ne sommes pas producteurs de gaz à effet de serre, mais nous recevons de plein fouet les conséquences justement de cette inconséquence, donc les conséquences de cette production désordonnée assez élevée de gaz à effet de serre qui induit chez nous non seulement un réchauffement climatique,
mais également à des inondations répétitives, puisque vous voyez, nous avons deux effets conjugués donc de catastrophes naturelles, qui sont à la fois les inondations, mais de l'autre côté encore la mauvaise répartition de pluie dans le temps et de l'espace, ce qui crée donc des déficits en matière de production agricole. Les engagements peuvent être pris, les résolutions peuvent être votées, elles peuvent être solennellement signées par les États, mais que dans la pratique, tant qu'il n'y a pas de moyens de coercition ou de contraintes à l'égard des États, il va sans dire que lorsque certains enjeux sont sur la table, les États auront, si vous voulez, très souvent tendance à ignorer leur engagement et à défendre plutôt leur intérêt stratégique ou géostratégique selon les cas. Donc, et on a vu, c'était le cas, par exemple, des États-Unis d'Amérique que vous évoquiez tout à l'heure, c'est aussi le cas de la Chine, et donc à certains égards. Et maintenant, c'est de voir quel est le mécanisme opérationnel que cette COP-là peut pouvoir recommander ou édicter, en tout cas aux Nations Unies, afin que les États puissent s'engager non seulement sur la droite ligne de ce qui aura été donc arrêté, mais également qu'ils acceptent que certaines sanctions soient prononcées à leur égard lorsque ces engagements-là ne seraient pas respectés. Donc toute la problématique est là, sinon tout le reste ne serait que de la causerie, comme on le fait habituellement à des conférences internationales. On vient, on prend le café, on fait le show, mais dans les faits, dès qu'on retourne chez soi, on oublie même en fait le contenu des recommandations. Donc toute la problématique est là, puisque pour des pays comme le nôtre, comme vous le savez, nous ne sommes pas producteurs de gaz à effet de serre, mais on subit de plein fouet les conséquences justement de ce que ces États industriels, ces États dits puissants ou dits en tout cas riches, parviennent à produire sur la planète Terre, qui doit être un bien commun. Donc il faut qu'il y ait une gouvernance mondiale qui fait qu'il n'y a pas de riches ou de pauvres autour des décisions planétaires, que ces décisions-là soient des décisions d'intérêt général, d'intérêt commun, qui puissent être prises et qui puissent avoir un caractère contraignant pour amener justement les différents États à adopter le comportement qui sied pour l'avenir de l'humanité. Parce que plus la couche d'ozone donc se dégrade, plus l'environnement se dégrade du fait du réchauffement climatique, plus les catastrophes naturelles donc se succèdent. Et finalement, c'est toute l'humanité qui se trouverait en danger. Vous avez vu pour le cas du Niger, par exemple, la chaleur que nous avons connue cette année et les 3 dernières années est tout à fait différente des chaleurs qu'on connaissait par le passé. C'est des chaleurs torrides, c'est des chaleurs arides, c'est des chaleurs insupportables qui font qu'à un certain âge, on n'est plus à mesure de pouvoir les supporter. Il faut des mécanismes de soutien. Et quand vous n'avez pas ces mécanismes de soutien tels que la climatisation et autres, donc bon, finalement, vous mourrez. Ou en tout cas, on a vu l'apparition de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas par le passé. Donc, il y a un enjeu. Et l'enjeu, il est réel. Il est évident et nous le voyons tous les jours sur nos vies quotidiennes. Donc, il y a lieu à ce que, en tout cas, l'ensemble de dirigeants de ce monde-là puissent, disons, se convaincre que la décision autour du climat, la question autour de la lutte contre la déforestation, la question autour
de la lutte contre la dégradation de couches de l'ozone et particulièrement donc les réchauffements climatiques doivent être des préoccupations fondamentales qui doivent toucher tout le monde et que par conséquent ça doit résulter non seulement de la réflexion de l'ensemble des pays du monde, mais également les décisions qui doivent en résulter doivent être opposables à tous les États sans distinction, de manière à ce qu'il y ait une plateforme, une vision commune du monde entier autour de cette préoccupation pour préserver justement les vies humaines et animales. Parce que plus il y a le réchauffement climatique, plus il y a dégradation de couches de l'ozone, plus il y a les catastrophes naturelles et plus il y a déforestation et par conséquent, plus il y aura même des disparitions des êtres humains sur Terre. Il faut que les gens se le disent parce qu'au fil du temps, les chaleurs qui sont émises du fait que les rayons solaires ne parviennent pas à avoir une atténuation avant de venir vers la Terre, fera que la Terre elle-même sera invivable. Et donc, par conséquent, elle sera impropre non seulement à la vie humaine, mais aussi à la vie animale. Et par voie de conséquence, tout ce que nous avons comme couverture végétale et autres, ça va disparaître. Donc, il faut que les gens se le disent, que les actions que nous posons aujourd'hui sont des actions qui ont des conséquences non seulement sur notre vie dans le proche avenir, mais également elles impliquent la vie de ceux qui nous succéderont. Nous sommes les usagers temporaires, en tout cas de la terre. Il faut que nous parvenions au moins au moment où on va la quitter, qu'on puisse la transmettre dans les conditions où on l'a trouvée. On n'a pas, si vous voulez, le droit de pouvoir dégrader l'existant qu'on a trouvé. Et donc, par conséquent, pour ce qui concerne les pays comme les nôtres, il faut croiser, de mon point de vue, les différentes initiatives, notamment cette question de couloir, notamment qu'il faut créer entre l'agriculture, l'élevage et la question de la préservation de l'environnement, avec une éducation vraiment soutenue chez les agriculteurs, pour qu'ils évoluent plus vers l'agroforesterie en alliant la question culturelle avec la question de la foresterie, pour que, en tout cas un peu partout, nous puissions avoir des arbres qui ont une certaine capacité de séquestration de carbone pour produire la biomasse nécessaire qui soit à mesure de pouvoir permettre l'atténuation de cette dégradation de couches d'ozone. Si nous n'évoluons pas vers ça, nous allons continuer à vivre une dégradation continue et finalement il sera improbable d'avoir des productions agricoles de qualité. Il sera difficile, voire impossible de vivre sainement sur cette terre du fait de la déforestation, et il sera tout simplement impossible de vivre la vie même en tant que telle tant que le climat ou l'environnement de manière générale continue à être dégradé. Il y a eu des initiatives au niveau régional telles que la muraille verte. Il y a eu un certain nombre d'initiatives ici au niveau national telles que l'engagement de Maradi, qui visait à, reproduire suffisamment d'arbres à travers le pays pour lutter contre la désertification. Mais je pense que maintenant il faut aller au-delà. Non seulement il faut aller dans le sens de la lutte contre la désertification, mais également dans la production de arbres, en tout cas à forte qualité nutritive. Je parle ici des arbres fruitiers. Il y a eu des initiatives, je crois, qui ont été récemment, il y a 5 ans de cela, prônées par la première dame notamment, ici à Niamey particulièrement. J'ai vu dans les espaces, dans les espaces publics où on plantait des arbres fruitiers. Je pense que cette initiative-là doit être, propagée
elle doit être vulgarisée, elle doit être répandue à travers l'ensemble du territoire national pour que l'arbre que nous plantons puisse désormais, au-delà donc de l'ombre et de la biomasse qu'il produise, puisse produire aussi des aliments consommables. Et c'est ça que l'arbre fruitier peut nous permettre. Et donc, par conséquent, je pense qu'allier l'agriculture à la foresterie serait, de mon point de vue, un apport significatif qui pourrait permettre, en tout cas, d'avoir une contribution significative pour ce qui concerne le Niger, pour, disons, lutter contre la déforestation, parce que la destruction des arbres du fait donc des actions anthropiques serait donc de nature à créer une déforestation continue et finalement à accélérer donc cette dégradation de couches de l'ozone. Donc de manière générale, il faut que cette conférence-là prenne des engagements et parvienne à elle-même créer les mécanismes par lesquels ces engagements-là puissent être contraignants pour l'ensemble des États parties. Merci. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.